7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. À peine nommé à la tête du gouvernement, Michel Barnier souhaiterait recréer un ministère de l'immigration. Matignon n'a pas confirmé cette information. Alors, rumeur ou projet, la réflexion serait en cours. Mais je vous propose que l'on prenne un peu de hauteur sur la politique pour avoir l'œil d'un expert des sujets migratoires et décrypter avec nous cette éventualité. Pourquoi faire renaître de ses cendres un ministère de l'immigration? Est-ce seulement possible? Et de quelle immigration parle-t-on réellement? Autant de questions qui nous intéressent. Bonjour Jean-Paul Gourevitch. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes consultant international sur l'Afrique et les migrations. Vous êtes auteur de La France en Afrique 1520-2020, 5 siècles de présence, vérité et mensonge. C'est aux éditions Acropole. Dernièrement... Aux éditions Harmattan, parce que l'Acropole, c'était les 4 premières éditions. Elles ont été toutes vendues et j'ai attendu 12 ans avant de sortir la 5e édition chez l'Harmattan. Donc réédité chez l'Harmattan. Et vous sortez aujourd'hui un nouvel ouvrage qui n'a rien à voir avec les migrations, sur un autre thème, les fêtes de notre enfance. Aux éditions Métive, et vous venez de sortir, alors il y a quelques temps, il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, alors vous enchaînez les parutions. Le Fou du Roi, un roman historique et fantastique, c'est aux éditions Posidonia. J'invite nos auditeurs à se renseigner sur ces ouvrages. Et puis, évidemment, vous êtes l'auteur du Coût annuel de l'immigration, publié par Contribuables et Associés. On va en parler durant cet entretien. Merci d'être à notre antenne pour parler d'immigration, de ces flux qui ne tarissent plus, du coût exorbitant qu'elle représente et de la problématique d'accueil qu'elle pose. Avant de parler de l'éventualité de la création d'un ministère de l'immigration, j'aimerais revenir sur le précédent ministère, celui créé par Nicolas Sarkozy. Alors à l'époque, Jean-Paul Gourevitch, de quoi s'agissait-il ? Alors le ministère a été créé en 2007 sous la direction de Brice Hortefeux. Il s'appelait Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Il y avait donc 2 éléments un peu à droite, immigration et identité nationale, 2 éléments un peu à gauche, intégration et co-développement, et évidemment, il est tout de suite tombé sous les feux croisés des bombardiers de la gauche. Et je me souviens que j'avais été interviewé. C'était une époque où je n'étais pas ostracisé par les chaînes nationales. J'avais été interviewé par la 2, qui était venue me voir dans ma résidence de vacances. Et j'avais dit, je ne donne pas grand avenir à ce ministère parce que ça va être très compliqué, parce que c'est très très vaste. Il n'y a pas tellement de rapport direct entre immigration et co-développement, même si sur le fond, les 2 opérations sont liées, et je ne voyais pas cela prospérer très longtemps. Il me semble, pour être rapide, que la création d'un ministère de l'immigration, c'est le type de la fausse bonne idée. Fausse bonne idée parce que, évidemment, la France se préoccupe d'immigration de l'extrême droite à l'extrême gauche, même si la gauche et l'extrême gauche ont beaucoup de mal à trouver des viviers ou des porte-paroles qui puissent en parler de façon non habituelle et aborder les problèmes de fond plutôt que de choisir des postures. Bon. D'autre part, il est vrai que l'immigration coûte cher. Notre étude qui correspond, je crois, à une bonne moyenne et qui a le mérite quand même d'être très scientifique, aboutit à 53,9 milliards d'euros de déficit, ce qui est un peu plus que les études de gauche qui sont entre 4 et 19 milliards, à peu près cohérentes avec les études
des gros organismes internationaux type OCDE qui vont entre 33 et 40 milliards, inférieurs aux études de droite qui sont autour de 70 milliards et très inférieurs aux études de Postokov et de Polymia qui sont entre 273 et 296 milliards. Donc, de toute façon, se préoccuper du coût de l'immigration, c'est vraiment important. Et on reviendra évidemment plus en détail durant cet entretien sur le coût de l'immigration. Est-ce que, parce que l'immigration représente une priorité majeure des Français, on va s'en sortir en créant un ministère de l'immigration. Vous savez, c'est comme quand il y a un problème, on dit on crée une commission. Bon, ça ne mène à rien. Là, c'est encore plus grave, parce que supposons qu'on crée ce ministère de l'immigration. Il y aura à côté un ministère de l'Intérieur. Les rapports de compétences entre l'immigration et le ministère de l'Intérieur vont être très compliqués, sans compter les rapports politiques entre la personne qui sera à la tête du ministère de l'Intérieur et la personne qui sera à la tête du ministère de l'immigration. Vous voyez ça vraiment comme un doublon ? Alors, il y aura des problèmes de frontières un peu insurmontables, et la solution technique, si vraiment le gouvernement voulait continuer dans cette idée, c'est de faire d'un ministère de l'immigration un ministère délégué sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur, avec un certain nombre de fonctions spécifiques, le ministère de l'Intérieur gardant la maîtrise des flux intérieurs et travaillant aussi sur tout ce qui est frontières extérieures. Et est-ce que ce n'est pas déjà ça, la mission de la DGEF, Direction Générale des Étrangers en France, qui avait remplacé plus ou moins le ministère de l'Immigration de l'époque ? La Direction Générale, la DGEF, est un organisme technique. Ce n'est pas un organisme politique. On a besoin aujourd'hui d'une conduite politique de l'immigration. On a vu que malgré le travail des directions du ministère de l'Intérieur, les travaux budgétaires, les travaux administratifs, la police aux frontières, terrestres, maritimes, aériennes, tout ceci n'est pas coordonné. Non seulement ce n'est pas coordonné en France, mais ce n'est pas coordonné avec les autres pays européens, dont aucun, à ma connaissance, n'a de ministère de l'immigration qui lui soit dédié, qui lui soit propre. Même si un grand nombre de pays de l'Union européenne ont des structures qui s'occupent de l'immigration, mais qui sont la plupart du temps liées soit au ministère de l'Intérieur, soit au ministère de la Défense ou des Affaires étrangères quand il s'agit des problèmes de frontières. Donc, je ne pense que la DGEF, même si elle est modifiée, même si elle est transformée, puisse être un véritable outil de concertation et de pilotage politique. Il faut, me semble-t-il, un pilotage politique en ce qui concerne les problèmes de migration en France. Sinon, ou bien on laisse ça aux techniciens et ça ne donnera rien, ou bien on veut absolument lancer une grosse opération politique, et si les techniciens ne suivent pas, on ira dans le mur, parce qu'il y aura toute une série d'actions menées ou d'intentions affichées qui ne se traduiront pas par des actes. Donc il faut un espace de collaboration de trois des ministères régaliens, on pense donc à l'intérieur, affaires étrangères, justice. De faire travailler ensemble la police, gendarmerie, la justice et l'intérieur. Si on ajoute un ministère de l'immigration, ça ne va faire que embrouiller les affaires,
faire des doublons et surtout ne pas donner l'impression aux Français qu'il y a une nouvelle politique d'immigration qui se met en place. Alors, à ce sujet, notamment sur le volet donc, de la collaboration de ces ministères, l'aspect diplomatique avait été mis en avant par l'ancien préfet Michel Auboin. Je me souviens que vous étiez présent aux États généraux de l'immigration organisés par le RN à ses côtés notamment. Et lors d'une table ronde, il avait plaidé pour la recréation de ce ministère de l'immigration en insistant sur ce volet diplomatique. Il expliquait que pour permettre vraiment les retours des délinquants étrangers, le problème n'était pas tant notre justice ou notre politique intérieure, mais bien le travail, enfin la relation avec les pays d'envoi pour arriver à les faire cette repartir. relation dépend largement des affaires étrangères, en toute petite partie de la politique de défense, parce que derrière ça, il y a la renégociation avec les pays qui nous envoient des immigrés et qui ne veulent pas reprendre les déboutés. Ça pose aussi le problème de l'aide publique au développement, parce que quelle raison a-t-on de continuer à accorder une aide publique au développement à des pays qui ne veulent pas reprendre les déboutés une fois que ceux-ci ont épuisé toutes les solutions possibles de recours. Donc, je ne crois pas que dans le cadre d'un ministère de l'immigration, on ait les moyens de travailler non seulement avec la police de l'air et des frontières, mais aussi avec les ambassades qui sont à l'extérieur le bras armé de la France. Et qui peuvent faire pression pour les visas d'un côté, les laisser passer de l'autre, enfin les retours de l'autre. Voilà, non, mais pas seulement. Il y a les visas, il y a les expulsions, les retours, et il y a les retours aidés. Et les retours aidés qui ont pris une importance assez décisive, mais pour lesquels il faut un suivi. Parce qu'il ne s'agit pas de donner un pécule à des gens qui veulent revenir, qui sont prêts à revenir dans leur pays pour créer un artisanat, développer une industrie, vivifier des cultures, etc., s'il n'y a pas de suivi sur place. Or, un de nos grands problèmes, c'est que dans toutes les expériences qu'on a pu suivre, on en a suivi quelques-unes, puisque moi, ça fait 26 ans quand même que j'ai travaillé en Afrique, le problème du suivi est le problème majeur. Ça démarre bien et ça s'enlise. Et ça s'enlise parce que, et ce n'est pas de la faute du migrant, le migrant, il essaye de faire ce qu'il peut avec ses moyens, et avec les moyens qu'on lui a donnés, mais s'il ne sent pas du soutien, s'il ne sent pas un suivi, une évaluation des aides structurelles ou ponctuelles, son projet risque de capoter. Et alors, c'est pourquoi le premier ministère sous Sarkozy s'intitulait donc Immigration, Intégration, Identité nationale, Éco-développement. La notion d'intégration, on pourrait penser aussi à celle d'assimilation, était vraiment au cœur donc de ce ministère. Elle devrait faire partie du futur ministère de l'immigration au cas échéant, s'il avait lieu, s'il était créé, cette dimension d'assimilation. Alors, s'il y a un ministère dédié, comme me semble-t-il, c'est la solution la plus sage de ce gouvernement-là. Moi, je n'ai pas à poser un problème politique là-dessus. Je regarde comment ça fonctionne sur le plan technique. S'il y a un ministère dédié, on ne peut pas vraiment séparer immigration et intégration. D'ailleurs, l'OFII s'appelle l'Office français d'immigration et d'intégration. Simplement, il y a une différence importante, c'est que si c'est un ministère dédié, ça risque d'être un ministère technique. On peut mettre des politiques comme Thibault de Montbrial, mais on peut mettre aussi des techniciens comme Didier Lesky ou comme Nicolas Fouvreau-Monti. Donc, des gens qui connaissent très bien le sujet, mais qui ne vont pas impulser une ligne politique. Alors que le ministère de l'Intérieur, lui,
sauf à avoir un ministère technique, mais ça me paraît quand même une idée particulièrement appropriée aujourd'hui. Le ministère de l'Intérieur est fondamentalement un ministère politique. D'ailleurs, quand ça ne marche pas, c'est sur lui qu'on se retourne, pas sur un technicien. Et qui pourrait être justement les concernés, les entre guillemets bénéficiaires de ce ministère, c'est-à-dire on parle seulement d'endiguer les flux d'illégaux ou bien de s'attaquer aux racines aussi avec l'immigration légale. Alors, s'il y a un organisme, quel qu'il soit ministère de plein exercice ou qu'il soit ministère dédié, il doit s'occuper de plusieurs choses à la fois. D'un côté, des migrants légaux. D'un autre côté, des migrants en situation irrégulière. Des processus par lesquels, d'un côté, on va intégrer les migrants légaux, de l'autre côté, par lequel on va régulariser les migrants en situation irrégulière, de façon à ce que les uns et les autres puissent trouver leur place, non seulement sur le plan du logement, mais aussi sur le plan de la formation et sur le plan de l'emploi, parce qu'on est centré sur l'accueil. C'est une très bonne idée, très généreuse et tout, mais ce n'est pas l'accueil qui va permettre de rétablir les finances, c'est le fait qu'un certain nombre de ces gens-là et de leurs enfants vont contribuer, quand ils seront sur le marché du travail, à l'augmentation du PIB du pays et donc compenser un peu le déficit des comptes sociaux d'un côté et surtout des comptes sociétaux, puisque ça n'est pas la différence entre ce que touchent les immigrés et ce qu'ils rapportent qui fait le déficit de l'immigration, qui fait le principal déficit de l'immigration, c'est la différence entre tous les coûts sociétaux, c'est-à-dire les coûts de la contrefaçon, les coûts de la fraude, les coûts du trafic, les coûts de la drogue, les coûts des attaques cybernétiques, et donc ça c'est en négatif, et ce qui est en positif, c'est-à-dire ce que les immigrés rapportent à la France par leur travail. Donc d'un côté, les dépenses sociales régaliennes sont très importantes et les recettes seraient plus faibles. C'est ce que dit votre étude ? Alors, mon étude dit deux choses. C'est pas la première, c'est la 8e ou la 9e étude. Donc, sans rentrer dans le débat pour ne pas lasser vos auditeurs. Par exemple, sur l'année 2023, sur cette dernière étude publiée chez Contribuables Associés, tout à l'heure, vous parliez au début de cette émission, vous donniez le chiffre du déficit que vous aviez estimé à hauteur de 53,9 milliards d'euros. 53,9, il est plus important que le travail précédent parce que nous avons pu ajouter, bénéficiant pour une fois des statistiques, le coût des dépenses de santé liées à la drogue et au tabac venant pour la part concernant l'immigration, bien sûr. Pour la seule part concernant l'immigration, ceci représente quand même près de 12 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien du tout. Est-ce qu'on a, par rapport à leur masse statistique et à ce chiffre, est-ce qu'il y a une surreprésentation par rapport aux entre guillemets aux non-immigrés, j'allais dire aux autochtones? Alors, en ce qui concerne la drogue, c'est flagrant. Oui. C'est flagrant. D'accord. Selon les statistiques des uns et des autres, moi je prends donc comme base à la fois les immigrés légaux ou en situation irrégulière et leurs enfants directs, leurs descendants donc directs. La première génération. Soit ils sont nés de 2 parents étrangers, ils sont comptés pour un, soit ils sont nés d'un couple mixte, donc je les compte pour la moitié. Et si je prends tout ceci, ça veut dire quand même que la drogue, le coût plus exactement de la santé relevant de l'immigration, c'est 85% du coût de la santé pour la population globale touchée par la drogue. D'accord. Alors c'est beaucoup moins pour le tabac et je ne l'ai pas calculé pour l'alcool.
D'accord. Voilà. Et Mais alors, ça explique que nous sommes passés de 40 milliards d'euros à 53 milliards et demi. Et j'ajoute, et je m'en terminerai là pour ne pas rentrer trop dans les détails, que ce chiffre est probablement sous-estimé. Parce qu'il y a ce que Postokov appelle joliment la pénombre de l'immigration, c'est-à-dire des domaines dans lesquels nous avons les recettes, mais pas les dépenses, ou les dépenses, mais pas les recettes. Des zones d'ombre. On ne peut pas les compter. Je prends un exemple pour que ça soit très clair. On sait combien nous coûtent les étudiants étrangers que nous accueillons en France. Il y a 300 000 étudiants étrangers, ça fait 4,6 milliards d'euros. Bon, les dépenses, on les connaît. Mais parmi ces étudiants étrangers, certains vont rester en France, rentrer sur le marché du travail, rapporter une contribution véritable au PIB de la France, sauf que nous ne savons absolument pas ce que ça représente. Oui. J'ai demandé 2 fois au ministère des Affaires étrangères et au ministère de l'Éducation de faire, et pas automatiquement par moi, de faire une étude au moins échantillonnaire, parce que nous avons des éléments quand même, sur quelle est la proportion d'étudiants étrangers qui restent en France et qui rentrent dans un travail formel. Parce qu'on a des chiffres effectivement sur l'emploi, mais on ne sait pas si c'est ceux qui ont étudié en France. C'est ça la faille. Ouais. Voilà. Et on m'a dit, mais c'est une très bonne idée. Et le dossier est sous les piles et ne sortira jamais des piles. Sauf peut-être si un jour il y a un ministère dédié à l'immigration qui se dit « Ah bah oui, c'était quand même bien une bonne idée, il faudrait quand même creuser ça parce que ça n'est pas rien du tout. » Vous pourrez d'ailleurs leur... permet de rectifier en positif ou en négatif notre travail sur l'accueil des étrangers, des étudiants étrangers en France. On sait par exemple que quand on accueille des étudiants qui sont en fin de cycle, qui sont au moins au niveau maîtrise, voire au niveau DEA, DESS, etc., nous avons un certain nombre de gens qui restent en France, alors que quand on accueille des gens en première année, non seulement il y a une évaporation énorme, comme pour tous les autres étudiants de France, mais on ne mesure pas combien reste là. Et nous n'avons pas d'outils de mesure des sorties. Nous avons des outils de mesure des entrées, nous n'avons pas de mesure des sorties. Alors, tout à l'heure, vous parliez de fausses bonnes idées pour ce ministère de l'immigration. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'avec simplement de la volonté, les hommes politiques pourraient endiguer ces flux? Par exemple, on parlait des aides au développement dans les pays d'envoi pour éviter que les flux arrivent massivement sur notre territoire. Est-ce que si effectivement il y a une volonté, une vraie ligne de conduite politique, là, le problème migratoire pourrait être réglé à la source? À votre avis, c'est faisable ou alors vous êtes plutôt désabusé sur la question? Alors, c'est intéressant votre question parce que j'ai longtemps pensé que l'aide au développement était une certaine façon de freiner le désir de migration. Et à force de travailler en Afrique, je me suis convaincu du contraire. Pourquoi ? L'aide au développement, c'est 3 choses. Pour réussir sa migration en France, il faut d'abord avoir quelque chose à vendre. Sa formation, sa force de travail, etc. Nous avons beaucoup développé tout l'enseignement secondaire et l'enseignement universitaire. Nous avons donc formé, la France n'est pas la seule bien entendu, mais nous avons aidé à former un certain nombre de spécialistes qui n'ont pas sur place les outils ou les filières dans lesquelles ils peuvent s'inscrire. Donc, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de partir en Europe, vendre ailleurs leurs compétences. Deuxièmement, pour réussir sa migration, il faut des sous, non seulement pour payer les passages,
combien ça coûte, mais aussi pour commencer à rembourser ceux qui se sont cotisés pour vous aider. Or, l'aide au développement apporte de l'argent et donc ça donne les possibilités de profiter d'un certain nombre de ressources arrivées pour se dire, je vais avoir les moyens de partir. Et troisièmement, pour réussir sa migration, il faut un réseau relationnel sur place. Et si vous arrivez et que vous êtes tout seul, vous allez finir par ne pas trouver l'Eldorado dans les couloirs du métro. Donc ça suppose que vous soyez relié à des diasporas qui vont vous aider à trouver des papiers, du logement, du travail. Nous avons des diasporas extrêmement importantes en France. Je travaille avec le partenariat Eurafricain, ça représente près de 12 millions de personnes. Bon, elles ne sont pas toutes actives, mais c'est quand même très important. Or, qu'est-ce qui se passe ? Un certain nombre de ces gens des diasporas reviennent l'été ou pendant les vacances dans leur pays d'origine. Et ils reviennent chargés de cadeaux. Ils ne reviennent pas menottés, mais parfois ils se sont même endettés pour pouvoir ramener des cadeaux. Ça donne l'idée que, ils ont réussi. Donc, puisqu'ils ont réussi, c'est un cercle vicieux pour les prochains. Faire comme eux. D'accord. Donc, cette idée-là, non seulement statistiquement, elle ne fonctionne pas, il n'y a qu'à comparer les volumes de l'aide, je l'ai fait, les volumes de l'aide au développement d'un côté et le nombre de gens qui arrivent légalement ou irrégulièrement. Là-dessus, il y a la question italienne tout de même. Giorgia Meloni a réussi à faire baisser les flux d'illégaux, pas de légaux, en participant à ces aides au développement, notamment avec la Tunisie. Quoi, ça peut marcher ? Elle a d'abord régularisé une partie du stock qui était en France, et maintenant, elle essaye de déconcentrer les gens qui arrivent en cherchant un pays sûr dans lequel ces migrants vont pouvoir s'installer. C'est un peu ce que toute l'Europe fait, en cherchant du côté de la Turquie, du côté de l'Albanie, du côté de la Tunisie. On a pensé un moment au Rwanda, des pays qu'on appelle sûrs. Bien sûr. On se dispute d'ailleurs très très largement. Donc, cette idée qui paraît très généreuse, aidons les pays en développement et nous pourrons freiner l'immigration, se révèle perverse au résultat, car non seulement les migrations ne diminuent pas, mais le désir de migrer augmente. Alors, je rappelle à nos auditeurs un chiffre intéressant, 500 000 entrées légales annuelles, ça c'est sous le mandat d'Emmanuel Macron, donc des chiffres très importants qui ne cessent d'ailleurs d'augmenter année après année. C'est l'équivalent tout de même de la ville de Toulouse chaque année sur le territoire. Un dernier mot, on a une minute. Il faut enlever ceux qui repartent. Une des erreurs... Alors c'est en enlevant, je crois que ça c'est les chiffres de l'Observatoire de l'immigration de la démographie, en enlevant justement les flux de départ, bien sûr. C'est le solde final. Il y a deux choses à faire qui sont importantes. En 10 secondes. L'INSEE fait un calcul des flux migratoires qui est un calcul strictement arithmétique. Il y a tant de gens qui arrivent, tant de gens qui repartent, donc voilà, le flux migratoire est de temps. Mais ça ne va pas du tout. Ceux qui arrivent n'ont pas du tout le même profil que ceux qui repartent. Oui. Donc si on veut faire un travail scientifique, il faut faire l'analyse du bilan migratoire de l'immigration, d'un côté, et du bilan migratoire de l'expatriation de l'autre. Bien sûr. Et à ce moment-là, les chiffres... Puisque ce sont les cerveaux français qui partent et pas les... Ils vont du simple au double, parce que la France accueille de plus en plus de personnes venant de pays étrangers, et elle envoie à l'étranger de plus en plus de personnes qui sont nées sur son sol. Ouais, il va falloir qu'on continue cette émission à une prochaine fois. Je suis désolée, malheureusement, on arrive au terme. Mais merci beaucoup, Jean-Paul Gorevitch, pour toutes ces explications. On prendra le temps d'y revenir très prochainement. Je pense que l'actualité le permettra.